Bonjour à tous, c'est Marhaba de cette semaine en Turquie. De nombreux analystes avaient souligné le pragmatisme d'Erdogan qui s'était saisi de l'agression russe en Ukraine pour faire avancer son agenda. Dernier épisode en date, soufflait le chaud et le froid concernant l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, pays qu'il accuse de soutenir le terrorisme. Mais une autre question dépasse largement ces deux pays, c'est la fourniture d'équipements militaires américains à la Turquie. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a rencontré le président finlandais Sauli Niinisto et la première ministre suédoise Magdalena Andersson à Madrid avant le sommet des dirigeants de l'OTAN, organisé par le secrétaire général Jens Stoltenberg. Après cette réunion organisée à huis clos et qui a duré 2 heures, la Turquie, la Suède et la Finlande ont co-signé un mémorandum concernant l'admission des 2 pays scandinaves au sein de l'OTAN. Avec ce mémorandum, la Turquie a déclaré soutenir l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance. Le président finlandais Niinisto a déclaré « Nos ministres des Affaires étrangères ont signé un accord qui confirme le soutien turc à l'admission de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN », puis a déclaré qu'un accord interviendrait dans 2 jours pour l'adhésion au pacte nord-atlantique. La première ministre suédoise, Andersson, a également déclaré que la Suède, la Finlande et la Turquie étaient parvenues à un accord qui ouvrait la voie à l'admission de la Suède au sein de l'Alliance. Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a tenu une conférence de presse après le mémorandum et a déclaré « Je suis heureux d'annoncer que nous sommes parvenus à un accord qui conduira à l'admission de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN. La Turquie, la Finlande et la Suède ont co-signé un mémorandum qui implique également les questions du commerce des armes et de la lutte contre le terrorisme ainsi que d'autres préoccupations de la partie turque. » Le lendemain, le président Erdogan a rencontré le président Biden lors de ce sommet. Après la réunion, la Maison-Blanche a publié un communiqué de presse indiquant que, je cite, « Le président Joseph Biden a rencontré aujourd'hui le président Recep Tayyip Erdogan en marge du sommet de l'OTAN. Le président Biden s'est félicité de la conclusion par la Turquie d'un accord trilatéral avec la Finlande et la Suède qui a ouvert la voie aux alliés afin de les inviter à rejoindre l'OTAN. Les dirigeants ont discuté de leur soutien à l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe, ainsi que de l'importance de supprimer les obstacles russes à l'exportation de céréales ukrainiennes. » Fin de citation. Bien que cela ne soit pas mentionné dans le communiqué de presse, il avait été prévu que le président Erdogan évoque à nouveau l'accord interrompu par les États-Unis sur les F-16 demandés par la Turquie. La Turquie avait commandé 40 F-16 et environ 80 kits de modernisation à Lockheed Martin en octobre 2021. Washington s'était abstenu de commenter les ventes, mais le Congrès avait écrit une lettre à la Maison-Blanche l'exhortant à bloquer la vente des F-16 à la Turquie. Le département d'État, en réponse, a écrit une lettre au Congrès au mois d'avril affirmant qu'une vente potentielle de F-16 à la Turquie était dans l'intérêt national des États-Unis et profiterait à l'unité à long terme de l'OTAN. Avant la rencontre entre les présidents, la secrétaire adjointe à la sécurité nationale des États-Unis pour les affaires de sécurité internationale, Celeste Wallander, a exprimé son soutien au plan de la Turquie visant à moderniser sa flotte de F-16 existante. La rencontre entre le président Erdogan et Biden était la 3e rencontre en face-à-face depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier de l'année dernière. Si ces rencontres sont recherchées par le chef de l'AKP, ce dernier a continué de faire monter les enchères en déclarant que si la Suède et la Finlande ne satisfaisaient pas à ces demandes, la Turquie pourrait toujours bloquer leur adhésion. La résistance de Flormar était devenue emblématique dans le mouvement ouvrier de Turquie avec plus de 10 mois de manifestations devant l'usine. Les ouvrières avaient obtenu certains accords conclus dans le cadre juridique turc, plutôt protecteur des droits des employeurs. Mais mercredi dernier, c'était un juge français qui s'est plongé sur cette question. Mercredi dernier, la première audience concernant le traitement des ouvrières et ouvriers par une filiale d'Yves Rocher en Turquie s'est tenue au tribunal judiciaire de Paris. L'affaire remonte à 2018. Au sein de l'usine Flormar, qui se situe à Gebze en Turquie et qui est possédée en partie par Yves Rocher. Des employés, essentiellement des femmes, excédés par leurs conditions de travail, tentent de s'organiser au sein d'un syndicat, Petrolich. La direction licencie alors des dizaines et des dizaines d'ouvrières,
puis licencie les salariés qui protestent contre cette purge. Il s'ensuit une résistance qui dure presque 1 an, avec des piquets de présence devant l'usine. La direction tente de couper le contact visuel entre les manifestants et les ouvriers de l'usine en tendant des bâches. Si certaines ouvrières obtiennent finalement le paiement de leurs arriérés, la lutte se termine en demi-teinte avec des accords considérés comme au rabais. Mais en 2017, une loi française intitulée « Devoir de vigilance des sociétés mères » établit une responsabilité des sociétés mères les rendant comptables devant les tribunaux français des non-respects des droits pour des faits commis à l'étranger. L'ONG Sherpa, qui lutte pour défendre les populations victimes de crimes économiques, et ActionAid, qui lutte pour une solidarité internationale, s'engouffrent dans la brèche en s'associant au syndicat Petrolich et une partie des ouvriers pour assigner Yves Rocher devant la justice en France. Dans un pays comme la Turquie, où la question du voile pouvait parfois cliver au sein du mouvement ouvrier, la lutte des ouvrières de Flormar, appelée Résistance de Flormar par la gauche turque, avait remis sur le rail la question de la lutte des classes, voilées et non voilées unies face à une situation qu'elle jugeait injuste. Désormais, il appartiendra à la justice française de trancher la question. Les luttes sociales se poursuivent et à l'approche des élections, les coups bas et différentes boules puantes commencent à être dégainés. Entre sondages prometteurs pour l'opposition mais qui établissent une résistance de l'AKP à l'érosion, le HDP a tenu son congrès. L'Institut d'opinion Métropole a publié son dernier sondage sur la course présidentielle. Ces sondages ont été réalisés dans 26 provinces, avec un échantillon représentatif de 2100 personnes. Les participants ont été interrogés avec la question « Pour quel candidat voteriez-vous au second tour ?» Dans les face-à-face avec Erdogan, le maire d'Ankara du CHP, Mansur Yavaş, obtient à 54% d'intention de vote contre 35% pour Erdogan la meilleure performance. Suivent après 4,6% qui sont indécis et 5,6% qui revendiquent un vote de protestation ou aucun des deux candidats. Le maire d'Istanbul du CHP, Ekrem İmamoğlu, vient en deuxième meilleur challenger avec 51,7% contre 37,7% pour Erdogan. La présidente du İYİ Parti, partenaire de l'alliance de l'opposition Meral Akşener, obtient quant à elle 48% des intentions de vote contre 38,8% pour Erdogan. Et le président du CHP, le principal parti d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, considéré comme le candidat le moins performant contre Erdogan, il arrive quand même à obtenir 46% contre 39,8% pour Erdogan. Pour les législatives, à la question s'il y avait une élection de députés ce dimanche, pour quel parti voteriez-vous? Les résultats, après réattribution des indécis et des réponses de vote blanc ou nul sont l'AKP qui obtient 32,8%, le CHP à 23,6%, le İYİ Parti à 16,6%, le HDP à 12,5%, le MHP à 5,3%, en dessous du seuil de qualification, le petit parti xénophobe Parti de la Victoire qui obtient 2,2%, suivi d'autres petits partis. Quant au HDP, parti proche du mouvement kurde, sous la menace d'une dissolution par la justice, il organisait son 5e congrès national à Ankara. Les deux coprésidents Pervin Buldan et Mithat Sancar ont été reconduits dans leurs fonctions. Dans leur discours, les dirigeants ont déclaré vouloir participer à une candidature commune de l'opposition sur des bases claires et transparentes, mais ont souligné qu'en cas de refus, leur organisation se réservait le droit de présenter leur propre candidat. L'actuelle Alliance de la Nation, qui est dans l'opposition, regroupe plusieurs partis et a toujours refusé d'intégrer le HDP en raison de sa proximité supposée avec le PKK. D'autre part, à mesure que les élections générales approchent, de plus en plus d'enregistrements sonores ou de vidéos compromettantes commencent à apparaître. Un député du CHP, Aykut Erdoğdu, et son épouse Tuğba Torun ont dû démissionner après la publication d'un enregistrement où l'on entend le député se plaindre de sa nouvelle femme auprès de son ancienne épouse. L'ex-parrain du crime organisé Sedat Peker, en cavale aux Émirats Arabes Unis, a aussi publié une vidéo où l'on voit une personne désignée comme un haut dirigeant d'une entreprise proche de l'AKP, lui-même membre de l'AKP, en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Peker, toujours le même,
a aussi publié des enregistrements d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec un député de l'AKP, réputé proche d'Erdogan, qui lui demandait d'arrêter ses révélations, car, je cite, « Joe Biden était en train d'attaquer Erdogan ». Fin de citation. Peker a promis d'autres révélations choc. À l'heure actuelle, la Constitution prévoit que les élections générales doivent se tenir au plus tard le 18 juin 2023. Dans une période de forte inflation, quelle augmentation de salaire peut constituer un réel coup de pouce? C'est à cette question que tentent de répondre les différents responsables politiques et syndicaux. Le régulateur bancaire turc BDDK a mis en place une nouvelle réglementation limitant les conditions d'octroi des prêts commerciaux. Selon la nouvelle réglementation, les entreprises disposant d'importants actifs en devises étrangères ne pourront plus bénéficier de prêts en livres turcs. Selon la nouvelle réglementation, si les actifs en devises étrangères d'une entreprise dépassent 15 millions de liras, soit environ 900 000 $, ou si l'entreprise a plus de 10% de devises étrangères pour son chiffre d'affaires, elle ne pourra pas prétendre à un prêt subventionné. Cette nouvelle réglementation intervient après toute une série de critiques concernant certaines entreprises qui contractaient des prêts subventionnés pour les convertir en dollars. Cela vient dans la foulée de nouvelles règles du BDDK qui plafonnent les prêts à la consommation sur 2 ans à 50 000 liras et les prêts sur 1 an à 100 000 liras pour lutter contre l'inflation. Mais comme cette dernière continue d'augmenter de manière constante, la hausse de près de 50% du salaire minimum semble n'être que de quelques centimes 6 mois après le début de l'année. En janvier, le salaire minimum était passé de 2 825 liras à 4 253 liras, mais cette augmentation laisse la moitié du pays dans de graves difficultés financières. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa réélection, a annoncé une hausse de 30% du salaire minimum. Un salarié à plein temps devrait désormais donc gagner 5 500 liras. Mais pour la centrale du DİSK, la Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie, cette hausse du salaire minimum, loin de constituer un coup de pouce, est en deçà de la perte de leur pouvoir d'achat. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants comme nous par exemple.